entendre la conférence d'André Provost, qui est un membre assidu de la réunion, qui n'a jamais fait de conférence, vous aperçoit, mais ça fait longtemps qu'il participe au café philosophique et aux réunions philosophiques. Autrefois, on avait des rencontres régulières qui s'appelaient... dans ce temps-là, il y avait Donna Gagnon. Hein? Cogito. Oui, c'est ça, on avait Cogito avant. Ça durait plusieurs années, puis André venait assez régulièrement. Oui. Bon, alors, il va nous parler, bon, sa formation. Formation en dessin publicitaire et en marketing. C'est pour ça que je lui avais demandé s'il nous montrerait ses travaux à lui, mais non, il a choisi de faire des projections sur d'autres choses. Formation en peinture aux États-Unis, Cade School, Massachusetts. Il a été initié à la médecine ayurvédique, ça c'est plus rare, cours sur l'intelligence créatrice et philosophie védique. Toujours intéressé au symbolisme et à la philosophie. Il a découvert la théorie des éléments dont il va nous parler, ça fait longtemps qu'il m'anglais, c'est un mot particulier, dans son art. Et il a approfondi ça par ses expériences. Pour le reste, c'est le contenu et je laisse la parole à André Provost. Merci. Le thème de la conférence, c'est l'aspect holistique de la théorie des éléments et la conscience. Tout au long de cet exposé, là, ça va être ces deux aspects-là qui vont être en évidence. La forme de l'exposé, il y a trois grands principes quand on construit un exposé. C'est selon que l'on veut faire croire, selon qu'on veut transmettre des informations ou selon qu'on veut faire comprendre. Moi, j'ai choisi de faire comprendre. Dans ce cas-là, il va y avoir beaucoup d'explications et il va y avoir des exemples concrets. La théorie des éléments, l'origine de la théorie des éléments. Tout le monde a probablement entendu parler d'Aristote. Aristote, 400 ans avant Jésus-Christ, je crois. Il pensait que tous les êtres vivants sur la Terre étaient organisés selon 4 éléments. L'air, l'eau, le feu et la terre. Et il soupçonnait l'existence d'un 5e élément. Il faut que je pense au diapositive aussi. Là. Mais avant lui, il y avait Empédocle qui a parlé de la théorie des éléments aussi. Lui, il a amené l'élément, encore là, il y avait 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Mais il pensait que l'attraction et la répulsion, l'amour et la haine étaient directement liés aux éléments. Après ça, ben, j'ai trouvé des racines aussi de la théorie des éléments dans le Viking. Le vide et le plein dans la médecine chinoise. Le Viking était la base de la médecine chinoise. Dans l'ayurvédique aussi, la théorie des éléments existe, mais les autres ont 3 éléments. Dans la médecine chinoise, ils ont 5 éléments. L'ayurvédique, ils ont 3 éléments. Et nous autres, dans la base de notre médecine occidentale, il y a une chose qu'on appelle l'homéostasie interne. C'est encore basé sur les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Sur le plan spirituel, les plus vieux d'entre vous ont sûrement étudié le petit catéchisme quand ils étaient jeunes. Je me souviens à l'école, on était obligé d'étudier la religion, puis on avait le petit catéchisme. Et dans le petit catéchisme, il nous disait il y a un seul Dieu en 3 personnes. C'est encore la théorie des éléments sur le plan spirituel. Et ils nous ont présenté ça comme étant original du catholicisme. Mais en réalité, ça vient des Védas, ça vient du panthéon de l'hindouisme. Parce que les dieux de l'hindouisme, c'est exactement la même chose. Il y a un Dieu suprême qui est le Brahman. Et il y a 3 divinités secondaires qui s'appellent Vishnu, Indra et Shiva. Pour eux autres, c'est encore une religion et c'est encore des divinités. Mais originellement, dans les Védas, ce n'est pas présenté comme des dieux. Ce sont des caractéristiques qui sont manifestées par les êtres humains.
Par exemple, comme Brahman, si on divise la racine sanscrite du mot Brahman, ça veut dire Brahm, ça veut dire briller, rayonner comme une lumière. Et Man, ça veut dire la pensée. Ça veut dire rayonner comme une lumière. Et selon les Védas, ce sont des caractéristiques qui sont manifestées par des êtres humains bien en chair. Et ce Brahman-là, il peut manifester Vishnu. Vishnu, ça veut dire la connaissance suprême, le savoir universel. Ça peut aussi se traduire comme étant l'omniscience. Le Brahman, il peut manifester l'omniscience. Et Indra, ça veut dire l'intelligence suprême. Celui qui peut tout comprendre, il peut tout planifier. Ça correspond à l'intelligence. Et Shiva, c'est celui qui a l'énergie suprême. C'est celui qui peut tout faire. Et il a l'énergie spontanée. Ça fait que, au niveau des Védas, ce ne sont pas des personnages imaginaires, ce sont des caractéristiques que des êtres humains ont pu manifester. Ça, l'explication de la théorie. C'est assez difficile de trouver une explication à la théorie parce que certaines traditions considèrent 5 éléments. D'autres encore, on en considère 4. Et d'autres encore, on considère seulement 3 éléments. Puis nous autres, quand on pense équilibre, on voit une balance avec 2 pôles relatifs. C'est une source de confusion importante. C'est pour ça que moi, je n'ai pas découvert la théorie des éléments à travers la philosophie ou à travers la spiritualité. Moi, je l'ai découvert à travers mon art. Quand je faisais de la peinture, c'est dans le mélange des couleurs que j'ai pu découvrir la théorie des éléments. Et c'est je vais en là. Voilà, ça c'est le Yéti. Ah, c'est une plante que j'ai rajoutée, ça. Ça vient de la Kabbale juive, c'est l'arbre séphirotique de la Kabbale juive. Bon, Newton. C'est Newton qui a passé la lumière à travers un prisme et il a fait apparaître l'arc-en-ciel. Avec une étude approfondie, j'ai rendu compte qu'il y avait 3 couleurs primaires, le bleu, le rouge et le vert. Il les a appelées couleurs primaires parce que s'il prend ces couleurs-là et les refait passer à travers le prisme, ça va rester les mêmes couleurs. Il ne générera pas d'autres couleurs. C'est pour ça qu'il a appelé ça les couleurs primaires. Les couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le vert. Et après ces couleurs-là, il y a des couleurs complémentaires. Une couleur complémentaire, c'est une couleur qui complémente une autre couleur. Elle est composée des 2 autres couleurs restantes discrètes. Par exemple, comme la couleur complémentaire de vert, c'est cyan. Non, excusez, c'est magenta. C'est un rose. Et la couleur complémentaire de rouge, c'est le cyan parce qu'elle est composée du bleu et du vert. OK, on va revenir faire peindre, hein? On va revenir, il faut parler de ça plus tard. La couleur complémentaire, c'est le bleu, je pense, c'est jaune parce qu'elle est composée de vert et de rouge. Ça, ce sont des couleurs additives. On additionne de la lumière. Si on prend 3 faisceaux lumineux, on les fait converger dans un point, on reconstitue la lumière blanche. Si vous voyez dans ça, dans le centre, là où les 3 couleurs se convergent, c'est la lumière blanche. Après ça, il y a des couleurs soustractives. Ce sont les 3 couleurs complémentaires que les peintres utilisent. Là, non, ça c'est OK. Dans une télévision couleur, on voit, c'est-à-dire les anciennes télévisions couleur, parce qu'il n'y a pas les nouvelles télévisions numériques, c'est chaque point qui est programmé vers une couleur spécifique. Mais les anciennes couleurs, les anciennes télévisions couleur, c'était 3 points lumineux. Si vous voulez regarder les anciennes à la loupe, là, vous allez avoir 3 points. Et ces 3 points-là étaient programmés avec les couleurs de base, les couleurs primaires. Et le mélange se faisait visuellement. On pouvait générer toutes les couleurs du spectre avec ça.
Ça, les couleurs du peintre. Les couleurs du peintre, ce sont des couleurs soustractions. On soustrait la lumière quand on mélange les pigments. C'est pour ça que les peintres considèrent les couleurs primaires comme étant le cyan, le magenta et le jaune. Parce que si, mettons, on mélange le rouge et le vert, on n'obtiendra pas du jaune, on va obtenir du noir avec ces deux couleurs-là, du point de vue pigmentaire. À ce temps, là, on est... Les illusions, on va les voir. Si vous voulez, on va faire un petit exercice. Vous allez fixer le point dans le personnage où il y a le fond vert. Fixez le point pendant 30 secondes et je vais le tailler. Je vais le modifier. Inquiétez-vous pas, fixez-le maintenant. Maintenant, regardez le point blanc dans l'autre image. Essayez de fixer le point blanc, mais essayez de porter votre attention autour du personnage. Vous remarquez que c'est rose, c'est rosé clair. Est-ce que vous remarquez ça? Ça, le rose éclair, c'est la couleur complémentaire du vert. Et c'est une anomalie de perception. C'est ce qu'on appelle une illusion. Il peut y avoir des illusions de toutes les façons. Si on change les couleurs, on va avoir des couleurs aussi, puis ça va être les couleurs complémentaires qui vont apparaître. Du point de vue, ça c'est du point de vue de la vision, mais du point de vue émotif, le même phénomène existe. On peut avoir des illusions du point de vue dans tous les sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, les émotions peuvent être sujettes à l'illusion. Et je vous ai dit de vous concentrer au départ. Et la clé de la compréhension de l'illusion, c'est la concentration. Lorsque je vous ai demandé de vous concentrer, vous êtes concentré et vous avez subi un stress. Votre système nerveux a subi un traumatisme dans l'œil. Et c'est l'effet de ce traumatisme-là qui a généré la couleur rose. Et ça va pareil pour toutes les émotions. Ce principe-là, on peut l'appliquer, comme je dis, sur toutes les émotions, sur tous les sens de perception. C'est important de comprendre ça quand on arrive à la théorie des éléments, parce que tous les éléments sont relatifs à ça aussi. À ce stade, il existe un gros point de vue dans la théorie des éléments, c'est les éléments de la santé. Lorsqu'on commence à étudier la vie en tant que force, pareil comme l'électricité. L'électricité, quand on a commencé à l'identifier, on a pu trouver ses caractéristiques puis la contrôler. Aujourd'hui, si on considère la vie comme étant une force, on peut identifier ses caractéristiques. On le sait, il n'y a pas de vie sans terre. Il n'y a pas de vie sans eau non plus. Et il n'y a pas de vie sans énergie. Point de vue des éléments sur la santé, c'est l'artiste, c'est la sensibilité de l'artiste qui sait qu'il y a des couleurs chaudes. Le rouge, on sait que c'est une couleur chaude. C'est une couleur qui inspire le feu. Pourtant, le bleu, c'est une couleur d'air. Le ciel, quand on regarde le ciel, il est bleu, puis on sait que c'est plein d'air. C'est une couleur d'espace aussi. Dans une toile, quand on met du bleu, ça donne de l'espace dans la toile. Et le vert, ça représente l'eau, parce que quand on voit une feuille dans l'arbre, elle est verte, elle est pleine de sel. C'est pour ça qu'on dit que c'est le symbolisme des couleurs, c'est ça. Le bleu, c'est l'air, le rouge, c'est le feu, et le vert, c'est l'eau. Et le noir, on sait que c'est l'absence complète de lumière.
dans la théorie des éléments, le noir correspond aux minéraux, à la terre. Bon. Du point de vue de la santé, le principe général, c'est lorsque les éléments sont en équilibre, c'est la santé parfaite. Et s'il y a un déséquilibre des éléments, ça engendre un terrain propice au développement de la maladie. C'est aussi le principe qui est courant dans l'homéostasie interne, dans toutes les formes de médecine, l'ayurvédique, la médecine chinoise, ainsi de suite. Ce principe-là est général. Ils considèrent ça comme une espèce d'un élément sacré. Ça, chacun des éléments, comme je dis, a des effets spécifiques, puis je vais les définir là. Puis je vais le lire parce que je l'ai additionné en dernier lieu, puis je ne l'ai pas vraiment étudié. L'air régit le système nerveux et le gros intestin. Dans le système nerveux, l'air est responsable du passage de l'électricité. C'est l'air et l'espace à travers les neurotransmetteurs qui règlent le comportement de l'électricité dans tout notre système. Quand il y a trop d'air, le courant passe mal. Cause des troubles nerveux variés. Un déséquilibre extrême, comme la stérose en plaque, est un bon exemple de ce déséquilibre. Pour maintenir l'air en équilibre dans notre système, il faut que les tissus soient suffisamment imbibés d'huile et de gras. On sait que l'huile, c'est un élément isolant. Dans les transformateurs qu'on voit dans les bouteilles, c'est l'huile qui est un élément isolant dans le transformateur. Il isolait toute l'électricité. Les substances dans notre organisme qui ont la propriété de maintenir l'air dans les endroits appropriés et empêcher la déshydratation prématurée, les premiers symptômes de déséquilibre de l'air sont la constipation, l'étourdissement, les douleurs, le refroidissement, les spasmes, les crampes ou les tremblements. Ce sont des symptômes de déséquilibre de l'air. L'eau alimente et évacue les cellules et les poumons. L'eau a pour fonction de transporter les éléments dans le système pour alimenter toutes les cellules dans notre organisme. Elle sert aussi à éliminer les déchets en les transportant pour les évacuer. Lorsqu'elle sort de ses fonctions, elle répand des toxines dans le système pour avoir l'irrigation des minéraux et cause des problèmes de sinusite, d'allergie. Un déséquilibre extrême provoque de l'accumulation d'eau dans les poumons, ce qu'on appelle l'œdème, et de la rétention d'eau. Les moyens d'équilibrer l'eau sont de provoquer la transpiration. La transpiration, c'est qu'on évacue. Transpiration et par des bains de vapeur, ainsi qu'augmenter les minéraux et les protéines dans notre alimentation. Les premiers symptômes de déséquilibre de l'eau sont la congestion, la mucosité, lourdeur, la rétention de liquide, léthargie ou excès de sommeil. Le feu produit l'énergie, l'estomac et le cœur. Le feu est responsable du métabolisme de notre système. Il produit l'énergie nécessaire pour maintenir la température de notre corps constant. Il transforme les aliments et les rend assimilables dans notre organisme. Nous savons que toutes les cellules de notre corps transforment les aliments et produisent l'énergie. Un excès de feu engendre l'inflammation, des bouffées de chaleur, de la diarrhée, des problèmes de peau et beaucoup d'autres encore. Il y a un autre phénomène assez significatif, c'est l'acidité dans l'estomac. La façon la plus directe de diminuer le feu est l'application du froid. On sait quand quelqu'un se torche une jambe, on applique de la glace, ça n'empêche l'inflammation. Dans l'alimentation, il faut augmenter la consommation de glucides, soit le sucre. La combinaison de sucre et de froid est bénéfique pour un excès de feu. Cela a pour conséquence de diminuer la production d'acide dans notre digestion et réduire le feu de façon régulière. Ceci, c'est dans le domaine de la santé. Et si on maîtrise, si on étudie ça d'une façon approfondie, puis on maîtrise la théorie des éléments au niveau de notre santé, on peut devenir autonome au niveau de la santé et se débarrasser des examens médicaux permanents.
le symbolisme, symbolisme des éléments. La lumière symbolise la conscience. On sait quand on est dans une pièce, parce qu'il n'y a pas de lumière, on perçoit rien. On n'a pas la possibilité de prendre conscience de nos expériences. Là, puis il y a de la lumière, là, on prend conscience. L'air, c'est l'intellect. L'eau, la mémoire, les informations. Le feu, c'est l'énergie et l'action spontanée. La terre, c'est, évidemment, c'est nos matériaux de construction dans notre système. Hop, c'est pas ça, pas encore là. La psychologie. Dans les débuts de la psychologie, ils ont étudié, c'est des philosophes qui ont élaboré des principes en psychologie. Le premier principe qui a été élaboré, c'est le structuralisme. Après ça, il y a d'autres philosophes qui ont élaboré d'autres principes en psychologie pour construire la science et ils ont élaboré le fonctionnalisme. Après ça, vous avez tous entendu parler du behaviorisme, c'est récent, l'élaboration du behaviorisme. Là, si on prend structure, fonction et comportement, ces trois aspects qui forment un tout en réalité. Mais à l'époque, ces philosophes-là construisaient leur théorie, on dirait qu'il faut construire leur théorie en dénigrant l'autre. C'est comme si chacun était opposé les uns à l'autre. Ils se battaient pour essayer d'avoir la suprématie. Mais en réalité, c'est trois aspects qui sont dans la psychologie tout le temps. Après ça, il y a eu Freud qui, lui, a emmené l'élément de conscience. Freud, il a démontré que lorsqu'il y avait un comportement indésirable, il était basé sur un traumatisme enfoui dans le subconscient. Et s'il pouvait ramener ce traumatisme de façon consciente, le comportement indésirable pouvait s'éliminer. Freud a emmené l'élément de conscience dans cet aspect-là. Là, on voit le tout complet. Là. On voit structure, fonction, comportement et la conscience. C'est encore la théorie des éléments. Et c'est illustré par une automobile. Voilà. C'est un vieux char, mais c'était beau, modeste, un petit lac. La théorie des éléments, les éléments sont encore dans l'auto. C'est un petit lac, je pense. Regardez le signe en avant, hein. C'est du Chevrolet ou Cadillac? Ah, mais le téton aussi, là, c'est du Cadillac. Le Cadillac, ça. Mais les éléments sont dans l'auto, pareil. On a la direction. La direction, c'est un des éléments. On a le principe moteur. La direction correspond à l'air. Le principe moteur, c'est l'énergie. Et le frein, c'est l'eau. Ces trois aspects-là sont toujours actifs quand le conducteur est au volant. Le conducteur, lui, représente l'aspect conscient de ce système-là. Et ces éléments-là peuvent se combiner, par exemple, comme dans direction. On sait que dans ce temps-là, c'était dur pour, quand on était arrêté, c'était dur pour tourner le steering. Mais aujourd'hui, on a inventé le power steering. On additionne le principe moteur avec la direction. Là, c'est facile de tourner la roue du steering. Et aussi, le break, il faut la peser fort pour arrêter. Hein. Là, on a additionné le power brake. On mêle le principe du pouvoir avec les freins. Et la direction. Aujourd'hui, on sait qu'on a un cruise control. C'est le contrôle de la direction. OK, ça c'est l'automobile. Ça dans l'éducation. L'enseignant. L'enseignant, il correspond à la lumière dans sa classe. Il amène la lumière chez les étudiants. Il donne des informations. Il donne des explications par rapport aux informations, mais aussi il donne des exercices aux étudiants. Mais je crois que le professeur considère les exercices pour évaluer les étudiants. Mais en réalité, les exercices servent aux étudiants parce que tant
que l'étudiant, il y a des informations et des explications, ça reste théorique. Mais après, c'est lorsqu'il les met en pratique dans les exercices que là, ça s'intègre. On sait aujourd'hui dans l'éducation, lorsqu'un étudiant monte d'un étage à l'autre, il faut qu'il ait intégré vraiment ce qu'il a appris avant. S'il n'a pas été intégré comme il faut, il ne pourra pas suivre dans les paliers supérieurs. Ça fait que je crois qu'au niveau de l'éducation, on devrait mettre plus d'accent au niveau de l'exercice pour que l'étudiant y intègre beaucoup plus ce qu'il a appris. Ça reste toujours théorique, c'est des informations et des explications. Et une théorie, si on ne l'a pas vraiment intégrée, alors on l'oublie vite. C'est dans le domaine pour l'éducation. Pasteur, moi j'ai une opinion sur les préjugés. On entend souvent quelqu'un qui a des préjugés, ça semble, on dirait, négatif. Quelqu'un qui a des préjugés, c'est pas correct. Mais en réalité, on peut avoir des préjugés favorables, on peut avoir des préjugés défavorables, mais on peut avoir des préjugés réalistes aussi. Et tout ce qu'on apprend dans notre système d'éducation, ce sont des préjugés réellement. Et dans tout ce qu'on fait, quand on agit spontanément dans nos activités, on agit sous la pulsion de préjugés. On a jugé quelque chose avant, puis qu'on agit automatiquement. On n'a plus besoin de réfléchir pour agir. C'est la spontanéité. Ça ne veut pas dire que c'est inconscient. La spontanéité peut être consciente aussi. Ça fait que moi, c'est mon opinion sur la spontanéité. Les trois aspects de la spontanéité. À ce temps, les aspects du marketing. Moi, je vais étudier dans le marketing. Il y a trois aspects. Premièrement, c'est le monde capitaliste qui ont étudié ça. Et le monde capitaliste est directement axé sur le profit. Dans l'histoire, il y a Adam Smith. D'après son principe général, lui, il a dit que dans une période de crise, les entreprises qui ont accès à leur développement pour optimiser le profit, ils ont plus de chances de survivre. Ça, c'était à peu près la conclusion qu'il y avait dans son domaine. Et c'est vrai, toutes les entreprises de marketing sont axées sur le profit. Qu'est-ce que le profit? C'est la matière première, moins la transformation, et le coût de la distribution. Si on enlève le coût de ça, c'est là qu'il reste le profit. Là, je ne vais pas en détail sur tout ça, là, parce que ça devient des détails précis. Le management. Marcel Laflamme, c'est un Québécois. Il a écrit un volume sur le management et l'approche systémique du management. Il a élaboré trois principes: planification, organisation et contrôle. Dans toute entreprise, ces trois principes-là sont toujours là. Mais c'est le manager qui représente l'aspect conscient dans tout ça. Le manager doit contrôler les procédures dans ces trois aspects-là. La planification, quand on planifie un projet, un règlement ou une loi, il faut identifier les objectifs. Et il faut identifier aussi les moyens qu'on va utiliser pour atteindre cet objectif-là. Et après, il faut identifier les critères de référence, ce qui va nous dire qu'on a atteint notre objectif ou on a manqué de tout. Ça va être tous ces aspects-là sur le management. Et le rôle du manager, qui correspond à la conscience de base, c'est de maintenir l'intégrité dans ces trois systèmes-là. Par exemple, s'il y a des ouvriers qui acceptent de l'argent mettons, envoyer du matériel, ainsi de suite, lui, il doit surveiller tout ça. Dans la planification aussi, si on, mettons, un actionnaire ou un gars du conseil d'administration, il y a des actions dans une compagnie qui achèterait du matériel, ça fait que là, il est en conflit d'intérêt. C'est, encore là, c'est le rôle de celui qui est conscient, celui qui représente le plus haut niveau de conscience dans l'entreprise, qui doit contrôler tout ça. Et dans le contrôle, je disais qu'il faut contrôler l'objet qu'on a créé. Ça fait que l'objet va correspondre à des critères. Ces critères-là, ils ont été établis dans la planification. S'ils correspondent aux critères,
ça va passer. S'ils ne correspondent pas aux critères, ça ne passera pas. Encore là, s'il y a quelqu'un, un technicien du contrôle de la qualité qui accepte les pots de vin pour laisser passer les choses, c'est pas raisonnable. C'est pas acceptable non plus. C'est encore le rôle de celui qui a la plus grosse conscience, le plus haut niveau de conscience dans l'entreprise, de vérifier cet état-là. Là, j'en viens au gouvernement, c'est la même chose. Au gouvernement, les trois grands aspects, c'est encore la planification, l'organisation et le contrôle. On a le système législatif, le système exécutif et le système judiciaire. C'est exactement le même principe. Le législateur doit analyser les problèmes et identifier les solutions, identifier l'objectif désiré aussi, et les critères qu'on va utiliser pour voir si on a atteint notre objectif, et les moyens, identifier les moyens. Après ça, ça s'en va dans l'exécutif. L'exécutif, c'est sous la forme d'une dictature. C'est des spécialisations qui sont groupées en hiérarchie. On sait que les fonctionnaires ils sont obligés d'obéir à la loi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un fonctionnaire qui vous a dit c'est pas possible d'enfreindre la loi, c'est la loi, c'est le même que ça marche. Moi, je ne peux pas rien faire parce que j'ai la loi. J'ai souvent entendu parler de ça. C'est ça. Le fonctionnaire, il est tenu de faire ce que la loi lui dit. Après ça, il y a, évidemment, le judiciaire, les juges. Les juges sont encore tenus de respecter les procédures. Ils ont des critères de référence aussi dans la loi, ils sont tenus de respecter la loi. Alors, on sait qu'occasionnellement, les juges peuvent faire des précédents. Mais, s'il y a déjà une loi qui va régir une certaine activité, le juge ne peut pas enfreindre la loi. Il faut qu'il obéisse à la loi pareil. Mais il peut créer des précédents. S'il n'y a pas une loi qui définit une certaine situation, il peut décider par lui-même. On va aller dans le cas. OK. On a vu l'automobile tout à l'heure, les trois principes qui sont dans l'automobile. Mais là, on sait, il y a une compagnie, Uber, qui sont en train de créer des automobiles robotisés. C'est quoi le rôle d'une automobile robotisée? Quand il n'y a pas de client, c'est quoi son rôle? Ils vérifient les éléments, ils vérifient. Ils ont des senseurs partout. Là, il y a un petit ordinateur, puis ils vérifient si du gaz, ils vérifient si l'huile est correcte, ils vérifient si la batterie est correcte. L'ordinateur peut faire tout ça, parce qu'il y a des senseurs, il y a des messages partout dans l'ordinateur, il vérifie tout ça. Mais si tout est correct, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il s'assied de même, puis il fait rien. Oups, il arrive un client. Là, il donne une direction. Le client, c'est celui qui a la conscience, qui embarque dans le taxi et qui donne une direction. Lui, quand il est assis comme ça et qu'il attend un client, là, il a tout le potentiel. Il a le potentiel d'aller partout dans la ville. Mais il n'y a pas de motivation. Le client, le désir du client, il embarque dans le taxi. Il a une direction, puis là, il joue avec les trois éléments. C'est automatique. La direction, le frein, le moteur, l'ordinateur joue avec ça. Le client, lui, il a juste à désir. OK. Les 7 états de conscience. Je vous ai dit qu'au début, que tous les aspects que je t'ai pas élaborés, il y aura ces deux aspects-là, la théorie des éléments et la conscience. Ça, selon les Védas, il y a 7 états de conscience. En Occident, on a 5 états de conscience. Et sont une hiérarchie. Il y a le sommeil. Quand on dort, on n'est pas là, on n'est pas conscient. C'est l'absence complète de conscience. Le rêve, on vit des expériences dans le rêve, mais on n'a pas la possibilité d'intervenir pour modifier nos expériences. Mais on est conscient. Après ça, il y a l'éveil. On est conscient de nos expériences, on peut intervenir
dans nos expériences, mais on est encore souvent dans l'illusion. Fait que ces trois états de conscience-là sont alternatifs tout le temps. Il y a un autre élément, c'est la conscience pure. On peut vivre ces quatre états de conscience-là. La conscience pure, c'est quand on a l'état d'objectivité dans nos expériences, quand on peut garder l'objectif. Ces quatre états-là, on varie tout le temps dans ces quatre états. Lorsque on arrive à conserver la conscience pure comme étant une référence absolue, à chaque fois qu'on s'identifie à une expérience, on perd l'état de conscience. Quand on se concentre sur quelque chose, on perd la conscience objective. On s'identifie toujours à nos expériences. Mais lorsque l'expérience est terminée, le point de référence absolue, c'est la conscience pure. C'est ça qu'on appelle la conscience cosmique. Lorsque l'expérience est terminée, on retrouve l'état de conscience pure. C'est ce qu'on appelle l'état de conscience cosmique. Ça, en Occident, on appelle ça l'illumination. Ceux qui atteignent ça en Occident, ils appellent ça l'illumination parce que c'est un état où il peut y avoir une progression de la conscience très rapide. L'individu va apprendre facilement et il peut élaborer beaucoup de choses parce que il y a la possibilité d'être un objectif, d'être en état d'objectivité très fréquemment lorsqu'il analyse ses expériences. Dans le monde oriental, du point de vue des Védas, il y a deux autres états de conscience, qui est la conscience divine et la conscience de l'unité. Lorsque l'individu est en conscience cosmique, il y a la possibilité de voir les forces de la nature, les forces qui favorisent la vie et les forces qui détruisent la vie. Les forces qui aident à la vie et les forces de sacrifice. Le sacrifice ont tendance à détruire la vie. Je vais reprendre encore. Là, en conscience cosmique, lorsque l'individu identifie les deux forces-là, il y a une décision à prendre. Il sait qu'en prenant le principe de sacrifice, il peut faire beaucoup de profit et il peut accumuler beaucoup de pouvoir. Et s'il décide de s'attacher à supporter la vie, là, il y a moins de pouvoir. Ça fait une décision à prendre. Lorsqu'il prend la décision de supporter la vie, c'est là qu'il va continuer à évoluer puis atteindre la conscience de l'unité. Mais à ce niveau-là, il essaie de faire l'unité entre lui et son environnement. C'est assez difficile à faire. Moi, je ne suis pas rendu encore. En conclusion, OK. À quoi ça sert la théorie des éléments? Ça sert à garder une vue d'ensemble dans nos expériences. Ce qui est constant dans la vie, c'est l'expansion de la conscience. On sait que le tournesol, la plante, le tournesol, elle se tourne pour avoir toujours plus de lumière du soleil. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les plantes aussi, moi j'avais une plante qui était au bord de la fenêtre, et j'ai remarqué que les feuilles s'étaient développées toujours pour avoir plus de lumière. Là, à un moment donné, je l'ai tourné à l'inverse. Ça a pris quelques heures et la plante s'est réorganisée encore pour avoir... La plante a bougé. C'est rare de dire ça, une plante qui bouge, hein? Mais la plante s'est réorganisée encore pour avoir plus de lumière. Dans la nature, on peut dire que tout est attiré vers la lumière. La conclusion, tout individu est spontanément attiré vers l'expansion de la conscience. On sait que la conscience symbolise la lumière. La lumière symbolise la conscience. La théorie des éléments est un bon critère de référence pour comprendre ces expériences et contribuer à l'épanouissement de la conscience. Voilà, c'est terminé. Merci. Une question de Judith Cohen. Si qu'elle ne connaît pas la philosophie. A besoin du micro, Clément.
C'est parti, oui. Je peux poser ma question? Oui. Je suis perplexe par la description des couleurs primaires, parce que j'avais toujours cru que les trois couleurs primaires étaient rouge, bleu et jaune. Et depuis quand est-ce que le vert, qui pour moi est un mélange de bleu et de jaune, depuis quand est-ce que le vert est considéré comme une couleur primaire? Comme je disais tout à l'heure, le bleu, le rouge et le vert sont les couleurs primaires du point de vue additif. On additionne de lumière. On prend des spots lumineux, un spot de rouge, un spot de vert et un spot de bleu, et on reconstitue la lumière blanche. On additionne la lumière dans ce cas-là. Et lorsqu'on mélange la pigmentation, lorsqu'on mélange la pâte, on soustrait la lumière. Et c'est pour ça que les couleurs complémentaires sont le cyan, le magenta et le jaune. Ce sont des couleurs plus lumineuses. Ben ça, c'est le jaune, mais pas le vert. Le vert n'est pas une couleur primaire. Du point de vue lumineux, oui. Ah, ok. Parce qu'en peignant, on mélange le rouge et le vert, on a du brun. Ah, là, je pourrais pas avoir du noir aussi, là. Oui. On est très sensible, oui. Et j'ai une autre question. Oui. Je suis fascinée par l'utilisation de la voiture comme métaphore. Mais je suis un peu frustrée par des superficialités comme le cruise control et le... Quoi d'autre? Power brake. Power brake, oui. Parce que je voudrais que vous ajoutiez à votre métaphore une grande invention qui est devenue après la roue. Et c'est la différentielle. La différentielle aussi. Parce que pour changer de direction, il faut la différentielle. Un chariot tiré par un mulet avec seulement 2 roues pour changer de direction, mais quand on invente un wagon qui a 4 roues, et s'il n'a pas moyen de tourner les roues, on ne peut pas tourner de direction. Il faut réfléchir à ça. Oui. Vous avez terminé la question, oui? Regardez, le différentiel, c'est les roues en arrière, ça correspond au principe moteur. C'est le moteur qui donne l'énergie aux roues en arrière, ça passe à travers le différentiel. Et c'est une question du principe moteur, ça n'a pas rapport avec la direction. Par contre, une voiture avec la traction avant a une différentielle en avant? Les joints de direction, les joints de direction. Il faut parce que... C'est le principe moteur qui passe par là. C'est le principe du changement de direction. Pas seulement la force. Oui, il y a eu une invention dans le différentiel. Pas seulement la force, c'est la souplesse aussi. Oui. C'est dans le différentiel que lorsque l'automobile tourne, il y a le roue qui est supposé aller plus vite que l'autre. Oui, voilà. Bon. Mais ça, c'est pas... OK, oui, si vous voulez, c'est peut-être une combinaison de directionnel et principe moteur. Au tout début des véhicules avec des roues, c'était un espèce de wagon. Et en avant, c'était les 2 roues en avant qui devaient tourner. Ouais. Parce que sinon, on ne peut pas tourner le véhicule. Voilà. C'est une diversion. Alors je vais terminer. Je passe le micro à quelqu'un d'autre. OK, merci. Merci beaucoup. Quand vous dites, André, Bourreau, qu'il y a une roue qui tourne plus vite que l'autre, on est encore dans votre pattern de force de puissance. Parce que plus vite, vous avez une dépense d'énergie plus grande. Et ça marche quand même. Juste pour défendre ce point de vue-là, appliqué à l'automobile, il y a une cohérence. Malgré la nuance de cohérence, il y a quand même une cohérence plus vite, mais c'est sûr que c'est assez simple de partir de juste trois puissances pour tout expliquer le fonctionnement de l'automobile. Principe moteur, c'est un peu... mais c'est peut-être de là que vient sa remarque que la direction n'est pas juste une question de moteur. Mais elle implique toujours des dépenses d'énergie qui sont gradées. Et ça marche. On peut défendre. Une énergie qui est capable d'avancer, mais qui est capable aussi de changer de direction. Oui, et donc impliquer une dépense d'énergie supplémentaire. Oui.
Différencier, comment différentiel. Ça aussi, je comprends bien. Mais le différentiel, il faut avoir fait un peu de mécanique, parce que ce qu'on appelle différentiel, c'est l'énergie qui part du moteur qui va au bout d'en arrière, pour faire tourner les roues d'en arrière, et lorsque l'automobile passe un point de rue, là, à un moment donné, si les deux roues sont barrées, c'est ça qu'on appelle un différentiel barré. Ça veut dire que les deux roues vont tourner en même temps, mais il va y en avoir une qui va tourner plus vite que l'autre. Puis là, ça va user les pneus, et ainsi de suite. C'est de là qu'a inventé le différentiel comparatif. C'est que lorsque on tourne un point de rue, il y a une roue qui va plus vite que l'autre. Bon. C'est ça le principe directionnel dans le différentiel. Mais ça, à mon avis, ça n'a pas un rapport direct avec la direction. C'est vrai que c'est quand on tourne qu'il y a une roue qui va plus vite que l'autre, mais ça n'a pas rapport, à mon avis, ça n'a pas rapport avec la direction. La direction, c'est le conducteur qui tourne le steering, puis il active les deux roues en avant pour s'orienter. Oui, c'est le principe. François. Non, j'ai trouvé ça le fun, la façon dont vous avez amené ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est des choses qu'on sait, mais c'est des rappels, tout ça, avec tous les liens, c'est le fun. Moi, ce que je me demande, c'est que si vous faites, quand vous arrivez à la conscience, à la fin, est-ce que pour vous, c'est le spirituel? Parce que le spirituel est absent de tout. Vous n'avez pas l'aspect spirituel dans votre système. Vous avez une trilogie, mais vous n'avez pas l'aspect spirituel. Oui, qui habituellement, si on se fie à l'humain, à l'être humain, le spirituel est là. D'où il vient s'il n'est pas dans ses flots? C'est une très bonne question. Ça se réfère, c'est-à-dire que ça se réfère à une condition fondamentale. Bon, parce que moi, j'ai tendance à ne jamais considérer les personnages imaginaires. Moi, le Père Noël, j'y crois plus depuis longtemps. Et le Dieu de la chrétienté, la même chose que les dieux bouddhiques, les dieux védiques, pour moi, ce sont des personnages imaginaires, pareil comme le Père Noël ou par exemple cet arbre. La spiritualité de l'individu, c'est ce qui le motive sur le point de vue, à mon avis, c'est ce qui le motive du point de vue intellectuel. C'est toute l'intelligence de l'individu et toute sa structure de concept, et toute sa spiritualité. C'est vraiment concret. C'est ma conception de la spiritualité. Parce que les personnages imaginaires, pour moi, ça reste imaginaire. Il veut répondre à la question. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le concept de Dieu. C'est l'humain est spirituel. Il est un être physique, conscient, également spirituel. Là, vous auriez une trilogie. Oui, d'accord. Ce que je trouve, moi, personnellement, c'est ce qui manque à votre modèle. C'est cet aspect-là spirituel qui engloberait Oui. à ma compréhension à moi. Oui, je reviens aux états de conscience. Lorsque l'individu c'est ça que je voulais savoir. Si ultimement votre état de conscience cosmique, puis après ça, universel et de la vie, si c'est ça pour vous qui était ce qu'on appelle communément la spiritualité. Exact. Oui, c'est ça. La conscience cosmique, la conscience divine et la conscience de l'unité, ce sont des états spirituels. Oui, c'est le même que je vois ça. Mais c'est incarné dans l'individu. Oui. Donnant Gagnon. Oui, dans votre présentation, au départ, quand vous avez parlé... On n'entend pas de nom. Oui. Comme ça. Quand tu me mets ça dans Quand vous avez parlé des éléments, vous n'avez pas mentionné que dans la tradition hindoue, c'est fermement exprimé qu'il y a 5 éléments dans la tradition hindoue. Dans la pensée grecque, Platon a 5 éléments. Dans les 4 qui sont affirmés, il est vrai que on a structuré la nature en Occident, surtout avec la pensée d'Aristote, sur une base de 4 éléments. La nature est construite sur 4 éléments.
On dirait que le cinquième élément est quelque chose qui échappe à la nature. Je donne un exemple. Le cinquième élément, c'est l'éther. En disant bien que ce n'est pas un gaz. Quand les physiciens au 17e, 18e siècle ont vérifié s'il y avait de l'éther, ils n'ont rien trouvé. Mais justement, c'est normal qu'ils n'ont rien trouvé parce que ce n'est pas un élément d'ordre matériel. Mais c'est un élément quand même qui, pour moi, est fondamental, absolument important et qui fait le lien avec d'autres dimensions. Entre autres, nous avons combien de sens? C'est embêtant pour moi de dire qu'il y a quatre éléments, parce que je suis obligé de reconnaître qu'il y a aussi seulement 4 sens. Or, nous avons 5 sens, bien identifiés. Et l'éther est identifié avec Louis. Avec Louis, qui a la forme d'une onde, qui prend la forme d'une onde. L'oreille prend la forme d'une onde, c'est sa manifestation sensible de Louis. Bon. La vue, c'est associé au feu. L'air, c'est associé au toucher. Le goût, c'est associé à l'eau. Et l'odorat, associé à la terre, parce que les choses sentent quand elles se décomposent. Voilà. Voilà ce qu'on peut expérimenter sur le plan physiologique. Mais, j'ajouterai ceci. Pour l'énoncé de monsieur, que sur le plan mystique, sur le plan de l'expérience intérieure, de l'expérience spirituelle, ces éléments-là reviennent et ils se développent dans un sens précis. Et dans la tradition hindoue aussi, on parle des 5 éléments qui se correspondent à la nature. On les appelle les bhutas. Les mahabhutas, ou qualité sensible. Les gunas. Les gunas. Les 3 gunas. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est les bhutas, ça veut dire les éléments sensibles. Les mahabhutas, c'est les grands éléments qui sont de l'ordre essentiel. Tandis que les éléments sensibles sont considérés comme de l'ordre substantiel, c'est-à-dire de l'ordre de la nature. Mais il y a des éléments qui sont d'un ordre supérieur à la nature. Quand on lit les mystiques, on se rend compte que les mystiques font l'expérience des sens, mais sur un autre ordre, sur un autre plan, sur un autre état de sensibilité. Alors, disons que c'est vrai que la spiritualité peut nous mener à des expériences, qualité divine, d'expérimenter le sens de l'illimité, le sens de l'infini, le sens de l'expansion de la conscience. Mais si les éléments, il y a une hiérarchie dans les éléments sensibles, il y a aussi une hiérarchie dans les éléments spirituels. De sorte que quand vous parlez des 7 états de la conscience, ça va de soi. Oui. Bon, regardez, moi, ce que j'ai appris là, dans la médecine ayurvédique, parce que c'est ça que j'ai étudié, là, puis j'ai initié dans ça, là, c'est vrai qu'il y a 5 éléments. Mais quand on considère la force de vie comme étant un élément, et la terre, qui est l'élément sans vie, ce sont des éléments absolus. Dans le sens que, quand il y a de la vie, il y a de la vie, mais si il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. C'est l'une ou l'autre, ça ne peut pas être la moitié des deux. Les 3 éléments, l'air, l'eau, le feu, sont des éléments relatifs. Ils sont toujours en relation les unes avec les autres, pour manifester la vie aussi. Ce sont des éléments de vie, mais sauf que ce sont des éléments relatifs. C'est là que le sens de 5 éléments entre en ligne de compte. Parce que si on considère Aristote parlait de l'éther, il voulait probablement dire la force de vie. La vie en tant que force qui se manifeste à travers un être humain, qui se manifeste grâce aux 3 éléments. Et la terre sont les matériaux de construction. Ce sont les matériaux sans vie, mais ce sont les matériaux que le corps utilise pour construire tous ses sens, tous ses tissus. Et donc, la terre va se référer à tous les éléments. À ce temps,
vous avez dit que la spiritualité de l'hindouisme, moi, ce que j'ai dans le cours de sciences d'intelligence créatrice, on parle de 3 gunas. 3 gunas, c'est 3 éléments qui sont toujours en mouvement dans l'univers, qui se réfèrent à tout, qui sont en relation avec tout, et qui sont toujours en équilibre, permanent. Puis si on brise l'équilibre, bien là, la nature va rééquilibrer. Et dans le principe du sacrifice des Juifs, ils jouent avec ça. Ils forcent le déséquilibre pour forcer la nature à se rééquilibrer. Mais en réalité, ils ne peuvent pas identifier. Ils ne peuvent pas identifier vraiment clairement la réaction que la nature va avoir pour se rééquilibrer. Ils ne peuvent pas identifier. Ça fait qu'ils arrivent avec des extravagances. D'ailleurs, le principe du sacrifice des Juifs, c'est comme ça. Ils font le sacrifice d'un élément pour forcer la nature à se rééquilibrer, qui est en contradiction directe avec le principe védique. Le principe védique, c'est l'amour qui est l'attraction universelle, et c'est à travers l'amour que l'individu évolue, puis il progresse. Quand il y a, même encore dans l'hindouisme, il y a beaucoup de gens qui appliquent le principe du sacrifice. Mais c'est en contradiction directe avec ce que moi j'ai appris par rapport à Maharishi. Maharishi a dit une phrase qui exprime ça, c'est qu'il a dit la meilleure façon d'exploiter la nature, c'est d'arroser la racine de l'arbre et jouir de ses fruits. C'est ça le principe. La magie universelle, la première action. Ça équilibre ça, c'est la question. OK. Non, ben, c'était une chose que je pas. Sur les 3 gunages, les 3 gunages que j'avais mentionnés, simplement, ce qui manque, c'est sattva, ce qui est cette expansion, l'expansion de la conscience. C'est une expansion qui a un caractère surtout horizontal. Et le dernier, Tamas, c'est une direction descendante. Si on parle de la chute, c'est une descente. Ça, c'est guna. Si on parle de l'élévation, c'est sattva. La grâce, c'est l'expansion. Okay. Alors, c'est comme 3 mouvements, c'est 3 directions que prennent toute action. Oui, mais là, on parle de l'expansion de la connaissance. Parce que la connaissance peut, si on parle de la culture peut se développer d'une façon générale. C'est là que vous parlez de l'aspect horizontal. Mais aussi, ça peut se développer sur le point vertical. C'est là qu'on voit la spécialisation. C'est là qu'on voit que les universitaires, ils sont spécialisés dans un domaine, mais c'est au détriment de la culture générale. Et ouais, c'est ça qui est exprimé par rapport aux Védas. Les Védas qui parlent de comment vous avez dit ça. C'est sattva qui veut dire monter. Sattva, la tendance à monter. Sattva. Alors, disons que la recherche de la connaissance, c'est une attitude sattvique propre à l'être humain. Se tenir debout, exercer sa volonté en vue d'une croissance, c'est sattva. OK, moi, ce que j'ai appris, là, il y a une phrase qui est un mantra en sanskrit, là, c'est Yogastha Kuru Karma. Ça veut dire établi dans l'être. Yoga, établi dans le yoga. Accompli ton devoir. C'est juste ce que ça veut dire. Yogastha. Et le sta, dans ça, ça veut dire établi. Établi. Ça va, c'est pas un axe vertical, c'est établi. Puis yoga, c'est la connaissance. L'union. Oui. Ça fait que, oui, ça rejoint, on n'est pas en contradiction, je pense pas, là, sauf que vous utilisez des termes que moi, je n'ai pas vus. Je pense pas que je sois en contradiction. Moi, pour revenir sur la question du Père Noël,
Et je trouve Il est ça, arrivé au centre d'achat, hein? je trouve ça un peu cavalier et simple. Ouais. De passer de la théorie des éléments ou de n'importe quelle symbolique, parce qu'il y en a plusieurs possibles, à l'idée que le divin, que ce soit Brahman ou que ce soit le Dieu de la Bible, le je suis, qui n'a pas de nom, que c'est purement fictif, que c'est quelque chose de folklorique, comme le Père Noël et le Bonhomme 7 heures. C'est une pure illusion féerique. C'est pas ça. L'imagination, faire l'image, l'imaginaire, c'est beaucoup plus vaste, et l'imaginal au niveau spirituel, comme la théorie d'Henri Corbin, et d'autres aussi, dans ses disciples ou dans cette lignée-là, part de la capacité fondamentale de trouver ce qui dépasse les modes, les habitudes, les perceptions sensibles, les choses les plus émotives, affectives, comme la peur ou pendant 7 heures. Ça va beaucoup plus loin et le divin, comme on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas en dire beaucoup de choses, Saint-Thomas d'Aquin disait, bon, ce qu'on dit que Dieu n'est pas, c'est pas payant. Ce qu'on dit que Dieu est, on est toujours un peu à côté, bon, puis les mystiques en général. C'est d'abord plus beau. Il n'y a pas de lien entre la théorie des symboles et puis l'illusion qu'il y a un Dieu ou des dieux. Je ne vois pas de lien. Okay? Et il faut, dans une théorie de l'être humain, de l'esprit spirituel, avoir une cohérence. Et moi, je ne le vois pas, ça a l'air d'un sentiment personnel. Exact. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je donnais cette conférence-là dans le domaine de la santé. Et là, j'ai élaboré, mais j'ai diminué un petit peu le monde de la santé. Ce que je parlais de la santé tout à l'heure, c'est que l'équilibre des éléments, c'est la santé parfaite. Le déséquilibre engendre un terrain propice à la maladie. Mais aussi, l'équilibre parfait des éléments, c'est un moment où l'individu passe dans un état d'immortalité. Et c'est un état bien concret. Sauf que c'est difficile à manifester l'immortalité. Dans toutes les religions, ceux qui ont créé les religions, c'était des êtres vivants. Il y avait un corps. Et ils ont manifesté des talents extraordinaires. On sait que Jésus a marché sur les eaux, changé de l'eau en vin, il a ressuscité des morts, et ainsi de suite. Et Mohamed, il a créé une religion, tous les gens ont eu confiance en lui, parce que partout où il allait, il amenait la pluie. Nous autres, s'il amène la pluie ici, là, on va le trouver très mauvais. Hein? Ça va être un maléfique. Sauf que où est-ce qu'il vivait, c'était dans le désert. Puis d'amener la pluie, c'était bénéfique à tout l'environnement. Il favorisait la vie. Il manifestait quelque chose. C'était un être vivant qui manifestait quelque chose. Et Bouddha, pardon, il a manifesté l'immortalité. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on fait, nous autres, là, dans la chrétienté, on fait une messe pour commémorer la mort de Jésus, la crucifixion et ainsi de suite, à chaque semaine ou à chaque jour, on fait des messes. Mais eux autres, ils font une cérémonie de Bouddha. Là, ils ont un moine, ils ont un gros Bouddha en bronze, et le moine, il prend un couteau, puis il tire ça sur le Bouddha, et le couteau, il revole, puis il cache, puis il revole la terre. Ah, là, la manifestation de l'immortalité de Bouddha s'est réalisée. Lorsque, du point de vue de la santé, lorsqu'un individu est en parfait équilibre avec les éléments et il est en conscience pure, il est dans un état d'immortalité. Ça, tout individu peut passer par là. Tout individu peut passer en équilibre et être en conscience pure. Sauf que c'est très rare d'être capable de manifester ça concrètement vis-à-vis de la société,
Vous avez tous entendu parler des gens qui ont traversé un accident très grave. L'auto était complètement scrap, mais il est sorti de là sans aucune gratitude. Il y a des gens qui ont sauté d'un avion sans parachute. Ils sont descendus, ils ont atterri très doucement. Bon, ça a été manifesté. Il y a des individus bien en chair. Ça fait que c'est pour ça que je dis que la spiritualité, c'est pas inséparable du corps vivant. C'est pas. Les personnages spirituels ne sont pas imaginaires. Il y a des individus en chair et en os qui ont ces talents-là. Et d'ailleurs, dans certaines initiations, ils peuvent voir ça, ces manifestations-là d'une façon très concrète. Il y a des gens qui forcent certains individus lorsqu'ils manifestent certaines caractéristiques, là, qui sont provoqués pour manifester ces talents-là. Des gens qui voyagent très vite. Peut-être que ça peut paraître comme de la transmutation, ou des gens qui manifestent la lévitation. Il y a des gens qui peuvent manifester l'omniscience, répondre à toutes les questions d'une façon spontanée. Ce sont des talents qui sont réels chez les êtres humains. Ce n'est pas des manifestations de personnages imaginaires. C'est ce qui me fait dire que tout ce qu'on peut inventer comme personnage imaginaire, ça détourne l'attention de la vie concrète. En toute logique, c'est pas parce que les êtres spirituels ont un ancrage existentiel. Et là, je suis d'accord avec ça, qu'il ne faut pas faire une rupture absolue entre le psychique, le spirituel, le physique, bon, l'éthérique, tout ça. C'est pas possible de séparer divin, spirituel, matériel. Ça, c'est une fausse, c'est vraiment une pensée étriquée. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est une perfection, ou que la divinité, que ce soit celle de Platon ou d'autres, d'Aristote. Je vais te parler de l'histoire. Toi, tu dis l'histoire, tu connais ça. En Sumérie, originellement, les dieux étaient les protecteurs des cités. C'était des individus qui appliquaient leur talent pour l'organisation d'une cité dans l'intérêt des citoyens. Ils organisaient les cités pour la prospérité, pour la sécurité des citoyens dans la liberté. Et ils étaient appelés des dieux dans Sumérie. Et Abraham, il descend de sa montagne, il dit « Écoutez-moi, Dieu me parle. » Il y a quelqu'un qui lui parlait dans sa tête. « Écoutez-moi, le Seigneur m'a parlé, il faut créer la circoncision, puis on va faire des lois très astreignantes contre les femmes, puis ensuite, vous connaissez toute l'histoire. » Sauf qu'il venait d'inventer un personnage imaginaire. Et c'est là que la politique est née. Le terme politique, moi je le divise en deux. Poli, ça veut dire plusieurs. Un tic, c'est une habitude incontrôlable que des gens ont. Tout le monde sait ça. C'est en vrai, c'est un jeu de mots. Donc, c'est assez simplet comme... Dans politique, il y a police qui veut dire la cité, et il n'y a aucun rapport avec les tics. Là, tu fais le correct, là. C'est différent dans l'interprétation qu'on peut avoir. Non, c'est pas sérieux. Un tic, si tu regardes le dictionnaire, ça veut dire une réaction incontrôlée du système nerveux. Mais le mot politique n'a aucun rapport. Bon, OK. Regarde, Abraham, il venait de créer la politique. Il venait de créer la division de l'État entre la spiritualité, l'autorité morale et l'autorité matérielle, qui était le roi. Bon, mais le mot Dieu, originellement, c'était un roi. C'était le protecteur de la cité. Et lui, il venait d'inventer le personnage imaginaire. Moi, c'est le même que je vois l'histoire de la divinité dans le monde. Il y a un concept. Oui, bon, vas-y, François. Si j'ai bien compris votre modèle de spiritualité à la fin, ça veut dire qu'il faudrait que chacun des éléments ait une entité spirituelle qui l'accompagne. Regarde, moi, j'ai adopté la vision hindouiste de la spiritualité. Le Brahman,
c'est l'esprit. Brahman, ça veut dire. Brahman, ça veut dire briller. Man, ça veut dire penser. Lorsque c'est incarné chez un individu, l'individu a la capacité d'organiser et de s'incarner à travers les trois personnalités. Vishnu, qui est la connaissance supérieure, l'omniscience. Indra, qui est la capacité de tout comprendre et de tout planifier, l'intelligence pure. Et Shiva, qui est l'action spontanée, l'énergie fondamentale dans l'action spontanée. Ça fait que, à tout moment, il y a la possibilité de s'incarner. C'est un être spirituel. En fait, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition du mot spiritualité. En fait, c'est un terme qui est difficile à définir. L'esprit. L'esprit, pour moi, c'est l'intelligence. Si on considère seulement ça comme étant un esprit, oui, là, le mot serait bon. C'est-à-dire que tu peux avoir un esprit associé à chacun des éléments. Là, on est loin des bonhommes, là. Oui. C'est pareil, là. Pardon? On est loin des bonhommes, là, que ce soit Brahman, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit le Père Noël, n'importe qui. C'est pareil. C'est l'esprit qui serait associé à votre couleur rouge, l'esprit associé au primaire, l'esprit associé à une sorte d'affaires. C'est ça qui serait la spiritualité. D'ailleurs, la définition du mot spiritualité, ça vient de l'esprit. Si on parle de moi, si je fais comme le mot politique, ben là, on peut donner la définition qu'on veut. L'origine du mot, mais en fait, c'est quand même l'esprit qui devient la spiritualité. Ça veut dire qu'avec chacun de vos éléments, si vous associez un esprit à ça, ça veut dire que les trois conjugués, les trois couleurs, quand vous arrivez au centre, c'est lui la spiritualité, c'est l'aspect, c'est la manifestation. L'aspect conscient. L'aspect conscient. C'est ça qui devient l'aspect conscient. Oui, d'ailleurs. Là, c'est la conclusion de mon exposé, c'était ça. Je disais, tout individu est spontanément attiré vers l'expansion de la conscience. Et la théorie des éléments est un bon critère de référence pour comprendre les expériences et contribuer à l'épanouissement de la conscience. C'est juste un instrument, la théorie des éléments. Oui, oui, oui. Ben non, je comprends. Bon, comme je disais, dans l'hindouisme, plutôt dans les Védas, le Brahman, c'est une caractéristique qu'un être humain peut manifester. Même chose de Shiva et Vishnu et Indra, sauf que ce sont tous les êtres humains possèdent les informations, les connaissances en mémoire, l'intelligence et l'action spontanée. C'est tout individu là, sauf que le Brahman, il l'a à des niveaux supérieurs, à des niveaux plus spirituels. Brahman, c'est la pensée qui rayonne sur tout. Il peut avoir la faculté de télépathie. Le Brahman, d'ailleurs, il y a on va faire une petite anecdote là. En sanskrit, Brahm, ça veut dire briller, rayonner. Et si on prend le nom Abraham, au début, il s'appelait Abram. Ça veut dire l'absence. Le préfixe A, c'est un privatif. Hein? C'est l'absence de lumière. C'est ça que ça veut dire. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur l'a nommé Abraham. Am, ça veut dire manger, dévorer, manger avec passion. C'est ça que ça veut dire Am. Bon. En réalité, ça veut dire l'absence de lumière qui dévore. Ça veut dire les ténèbres qui envahissent le monde. Ça, c'est ma signification, mon interprétation. Abraham, c'est ça. Oui, madame. Je prends le bâton de parole, OK? J'aurais pu le prendre avant, parce que je suis un peu dans l'optique de monsieur. Et puis, bon, la question de la présentation, que vous veniez de Québec ou pas, si on parle d'esprit, c'est pas vraiment la question. Mais moi, j'ai vu en vous un autochtone. Alors, je me suis dit, comment se fait-il que cet homme-là ne parle pas sa religion à lui? Dans le sens que, pour ma part, pour ce qui est des 5 éléments, j'ai toujours compris que c'était le bois, le 5e. C'est curieux, mais ça va complètement à l'encontre de votre éther à vous. Oui, nécessairement, qu'est-ce que signifie le bois dans la tradition chinoise?
Oh, c'est chinois, oui, mais on sait très bien que les Autochtones et les Chinois sont voisins. Enfin, de loin, mais c'est parents. Alors, je me dis, comment se fait-il, si je le prends pour moi, peu importe ce que vous me disiez, qu'un Autochtone parle bouddhisme ou islamisme ou hindouisme? Je veux dire, pour moi, ça ne fit pas, comme on dit en bon québécois. Un Autochtone, d'après moi, qui vient de Québec, qui soit Huron ou d'une autre tribu, il doit manifester son identité en tant qu'Autochtone. Si jamais il parle d'autres religions, c'est parce qu'il emprunterait une autre identité. Ça voudrait quasiment dire qu'il ne serait pas capable d'assumer la sienne. Comme, c'est ça que je pense, moi. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Si j'étais autochtone, je parlerais probablement des traditions autochtones, probablement des légendes autochtones, probablement, mais je ne suis pas autochtone. Je suis un Québécois pur laine qui est issu de Canadien français. Même si j'ai les yeux un petit peu en avant, je ne suis pas chinois et je ne suis pas indien. Je suis Québécois pur laine. Et je ne connais pas la philosophie des Autochtones. Ben, je vous souhaite une révélation qui va vous amener à votre véritable identité. Madame Aglaé, de là, tu pourras le reprendre. Parlons de terme conscience, n'est-ce pas, à deux significations qui sont exprimées par deux mots en anglais, consciousness and conscience, les deux choses différentes. Conscience, la conscience morale, et consciousness, quand on s'aperçoit, comment est-ce qu'on expliquerait? La connaissance de ce qui nous entoure. Oui. Alors, quand on parle français, je dois toujours me demander lequel des significations évolue dans ce contexte. Parce qu'il y a juste un mot, conscience, en français. Et il y a deux significations derrière ce même terme. Moi, je comprends le mot conscience comme étant l'éveil dans ses expériences, dans son environnement immédiat. La connexion. Quelqu'un qui est en contact avec son expérience, avec ses événements, qui est conscient de ça. Puis si je prends l'exemple de la lumière encore, s'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas prendre conscience de nos expériences, on ne sait pas ce qui se passe autour. Si on met la lumière, là, on prend conscience, et là, on a nos expériences. À mon avis, j'utilise le mot conscience comme synonyme de lumière ou encore symbolisme de lumière. Oui, Aglaé pensait à la conscience qu'en français on appelle la mauvaise conscience. Ah bon, Ça, c'est la conscience morale. oui, la conscience c'est morale. morale. C'est ça qu'elle voulait parler. C'est un faux problème en français. Oh, jamais en fait. Parce qu'en anglais on a deux mots, et en français il y a deux mots. Ce n'est pas vraiment un problème. Seulement pour les anglophones. OK, oui, on peut Ça dire fait ça, la penser conscience à morale. l'histoire de cet état de Conscience morale. conscience pour les Occidentaux et neuf pour les Orientaux. On sait bien qu'ils sont plus vieux que nous. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit l'interpréter? On a fait 7. Nous autres, on a 5. On arrête à la conscience cosmique, qui est ce qu'on considère comme étant l'illumination. Ouais. Après, il y a la conscience divine et la conscience de l'unité. Ouais, je suis rendu aux 9 vies des chats. Ah, 9 vies des chats. OK.
n'a pas rapport. Non. Non, Nancy, il y a d'autres... Oui, Donna. J'ajouterais ceci simplement que, déjà, l'intervention de madame, je suis un peu d'accord avec vous. C'est vrai que quand on est professeur de philosophie, puis il faut donner un cours de philosophie orientale, on étudie la philosophie orientale. Et bon, il faut identifier tout le panthéon de cette connaissance-là, tout le panthéon des représentations divines, des représentations humaines, des fonctions qui caractérisent la physiologie humaine, tout ça. Alors, c'est pas... Il y en a qui prennent ça pour des trahisons de notre propre tradition, de notre propre religion. Moi, ça ne m'a pas dérangé pantoute dans ma religion, au contraire. J'ai trouvé un grand plaisir à faire le tour de bien des traditions et ça a enrichi ma tradition, ça m'a aidé à approfondir ma tradition. Alors, c'est sûr que là, dans l'échange que nous avons eu, c'est trop peu pour voir clair dans tout ça. Mais je voudrais dire ceci, que le mot Dieu, dans son étymologie, veut dire lumière. Et donc, si on veut dire lumière, ça veut dire aussi conscience, et il y a des différents états de conscience. On peut parler de supraconscience. Supraconscience, comme les psychanalystes qui ont parlé d'infraconscient, puis de subconscient, tout ça. Mais il y a aussi la supraconscience, il ne faut pas l'oublier celle-là. Oui, Donna est beaucoup plus juste en étymologie. Pour l'origine de Dieu, là, dans les langues indo-européennes, ça revient avant les Grecs, là, mais c'est plus ça a rapport avec la lumière céleste, ça a rapport avec la lumière qu'on peut identifier avec la conscience parce qu'il y a quelque chose qui domine tout, pas en tant que force. Dans le monde sémitique, le monde d'Abraham, le Elohim et tout ça, c'est une domination, mais l'idée de force, de puissance, c'est beaucoup plus important. Dans les Indo-Européens, c'est beaucoup plus dans le sens spirituel de conscience, de lumière, et on va ensuite travailler pour faire Ius Piter, je veux dire Dieu Père, ça vient de la même racine. Et là, on l'imagine, là on le compare avec un père, on lui donne une autorité, mais ce n'est pas la première origine si on pense aux Celtes, les peuples indo-européens. C'est pas tout à fait ça, c'est plus proche de ce que Donna disait, et ça semble probablement plus. Et là, on compare, parce qu'on est encore dans le monde indo-européen, Abraham. Indo-européen. Oui, indo-européen, c'est ça, les Indiens et les Celtes et les Grecs, etc. Et là, il y a encore l'idée plus de lumière. Quand on arrive avec le monde sémitique, c'est pas tous les mêmes chemins de pensée, parce que c'est pas du tout la même tradition linguistique. On est dans un autre univers complètement. Tantôt, je te voyais aller d'un à l'autre. Lequel tu parles? Abraham. Non, mais c'est original, mais c'est correct, mais ça n'a pas rapport avec l'étymologie. Pas du tout. Abraham, non. Mais toi, ce que tu disais, parce que tu en prends un bout dans le monde indo-européen, tu en prends un bout dans le monde sémitique, tu fais un mélange avec ça. Non, c'est pas un mélange avec ça. J'essaie de faire l'unité entre les spiritualités, ça. Parce qu'en réalité, là, les gens ne sont pas déconnectés les uns des autres. Les peuples ne sont pas déconnectés. Les cultures des peuples sont toutes rattachées à des mêmes racines. Moi, je ne vois pas les peuples diviser de la spiritualité. Regarde, on a Dieu. L'expérience humaine collective, ça fait des années que j'essaie de distinguer comme il faut les Celtes des Grecs, et puis il y a toutes sortes de nuances à faire. Puis, l'évolution humaine, je pense qu'ils sont tous rattachés à une même racine. Ouais. Je crois. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quand on utilise l'étymologie, on peut dans des langues. Oui. Les sémitiques sont éloignés des Indo-européennes, mais on peut trouver l'expérience de base, l'expérience du sacré, l'expérience du divin, l'expérience de la famille, je pense. Et puis de l'interdit, de l'inceste, on va retrouver ça. Puis l'idée de chef, d'autorité, ça va se ressembler pas mal dans toutes les cultures, dans toutes les grandes. Je crois que les problèmes de la société vont se régler lorsqu'il va y avoir une unité dans l'État avec le pouvoir moral et le pouvoir temporel.
C'est ça que je veux dire, moi. Et ça va se faire par une monarchie, un individu qui va manifester des talents extraordinaires et qui va mettre ses talents au service de la société. C'est le même que ça. Mais là, on chute, on est loin de ça. Là. André, conclusion. Nous, je l'ai dit tout à l'heure, ma conclusion, on dit tout individu est spontanément attiré vers l'expansion de la conscience et la théorie des éléments. C'est un bon critère de référence pour comprendre ses expériences et contribuer à l'épanouissement de la conscience. Je crois que c'est naturel à tout individu de vouloir être plus conscient de son environnement, de vouloir être conscient même encore des plans horizontaux et des plans supérieurs à la conscience. Je crois que c'est naturel à tout individu de vouloir plus dans son environnement. Voilà la réponse. Merci beaucoup, André.